qui intéresse tout le monde dans la famille logistique, raison pour laquelle nous avons besoin de votre participation. Alors, comme l'intitulé l'indique, dans les réponses MSF, la plupart des endroits, MSF se retrouve. OK? Laisse-moi présenter, ça est en train de charger, c'est pas ça prend Ouais, combien de temps. je vais imposer. Si ça pose problème, moi, je peux partager. Non, ça va. Dites-moi si vous voyez mon écran. Pas encore, pas encore. OK, c'est bon. Maintenant, tu peux aller en mode présentation. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu peux maintenant aller en mode présentation. C'est bon. Ah, OK. Je suis. Voilà. Comme ça, comme on n'a pas assez de temps, peut-être nous pouvons nous présenter à partir de chat les noms et la fonction que nous occupons, comme ça pour gagner le temps. Alors, comme je le disais, nous allons partager sur le sujet renforçant nos réponses au forage et puis, comme vous le savez, MSF, dans ses réponses, il intervient plus dans les milieux où il n'y a pas de fois le réseau de la ville. Et il est obligé de recourir à un système fiable pouvant alimenter la structure médicale qu'il supporte et des fois aussi la communauté. Raison pour laquelle nous avons voulu partager cette thématique comme ça fait partie des activités qui permettent à MSF d'apport en eau dans les structures sanitaires et des fois aussi au niveau de la communauté. C'est une séance interactive. André, tu peux passer. C'est une séance interactive où nous avons besoin de la contribution de tout le monde. Nous ne serons pas vraiment longs, c'est juste une séance où nous allons partager 3 points. André, tu peux avancer? Oui, c'est déjà les objectifs. Ouais. Ça n'affiche pas. C'est encore la première page. OK. Alors, nous avons juste 3 objectifs que nous allons partager. Qu'avons-nous appris de réalisation de forage ou bien depuis 2022 jusqu'à 2024? Et puis, que pourrions-nous faire mieux? Et enfin, nous fixer les objectifs pour 2025 dans la réalisation des forages en vue de faire mieux. On peut aller. Alors, Oui. comme défini dans les objectifs, pour arriver à faire mieux, il faudrait d'abord connaître les étapes nécessaires pour aboutir à un forage. André, tu es là? Je suis là. Donc, les diapos suivants. Si je suis là au diapo suivant déjà, je ne sais pas pourquoi ça veut pas. OK. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons d'abord commencé à énumérer les étapes clés pour vous permettre de comprendre comment se passe la réalisation d'un forage. La première étape, ça part déjà de l'expression de besoins. Les besoins sont exprimés soit au niveau des structures sanitaires, soit au niveau de la communauté. Et en ce qui concerne l'expression de besoins, nous devons connaître les débits des pointes, la répartition du volume d'eau au courant de l'année, la durée d'exploitation projetée, afin de savoir quel type de forage nous devons faire. Le deuxième point, c'est le contexte hydrogéologique de la région ou bien du milieu dans lequel nous intervenons. Et là, nous devons avoir les informations sur la cartographie géologique de la région, les informations au niveau des services de l'État habilités dans les domaines, par exemple les services de l'hydraulique, les services de eau et assainissement selon les pays. En même temps, les études géophysiques qui sont faites précédemment par d'autres partenaires ou bien par le ministère, et éventuellement aussi les informations de services étatiques, comme je l'ai dit. Au troisième point, c'est le contexte environnemental. Là, nous devons aussi avoir l'historique de s'il y a eu des pollutions dans le passé ou pas, et puis les risques naturels avant de se lancer dans un forage.
Le quatrième point, c'est le dimensionnement du forage. Et en ce qui concerne le dimensionnement du forage, ça va de pair avec le premier point, parce que si la demande est importante, ça va te demander un type de forage bien approprié. Et là, ça va aussi donner une idée de quel aquifère ou bien quelle nappe tu vas utiliser pour répondre aux besoins de la population. Et en dernier, c'est la rédaction d'un CCTP, cahier de clauses techniques et particulières. C'est dans ce cahier où nous allons trouver l'appel d'offres, nous allons trouver les cahiers de charges, tout ce qui va nous permettre de faire un contrat en vue de faire un forage. Voilà un peu les grandes étapes qui nous permettent de réaliser un forage. Ça, c'est juste le résumé, mais chaque étape a un narratif, a une documentation pour pouvoir donc avoir plus d'informations. On peut aller. Une fois que toute cette partie administrative terminée, arrivée jusqu'au niveau de CCTP, après, maintenant vient la signature du contrat pour la réalisation du forage. Et une fois que la signature est acquise par le prestataire, il passe directement à la foration ou à l'excavation pour les cas de puits manuels. Et après la foration, vient l'équipement du forage ou bien du puits, il y a le développement, il y a le test de pompage pour savoir quel débit et quelle pompe nous devons installer. Il y a aménagement de la margelle ou du regard de tête de forage. Il y a le nettoyage des infections du forage ou bien du puits avant utilisation. Et après, il y a l'installation de la pompe, soit électrique, soit manuelle. Une fois que toutes ces activités sont terminées, on passe maintenant à l'utilisation selon les besoins pour lesquels on a fait le forage. Après l'utilisation, vient la gestion en dernier. Et en ce qui concerne la gestion, on peut aller. Au niveau de la communauté, il y a un comité qu'on met en place pour suivre ces points d'eau. André, tu es là? Oui, c'est déjà gestion du point d'eau. OK. Non. Ou bien c'est moi qui suis en retard. Alors, en ce qui concerne la gestion des points d'eau, il y a aussi la formation du comité. Au niveau du point de la formation du comité, il y a la maintenance, donc la formation de aussi le comité et le technicien qui fait partie du comité. Et enfin, il y a aussi la cotisation. Ça fait partie du paquet de la gestion du comité du point d'eau. On peut passer. Une fois que tous ces points sont terminés, et là maintenant c'est l'utilisation de forage ou bien du puits. André, ça n'avance pas, ou bien c'est chez moi ici? C'est chez toi, peut-être chez moi, ça va. Voilà, ouais, je suis maintenant. Et ici, on a donné quand même une idée de réalisation que nous avons faite de 2022 à 2024. Bien qu'avant 2022, il y a eu des réalisations, mais ici, on s'est donné quand même une marge pour vous donner une idée de ce que MSF a fait au niveau de certaines missions. Par exemple, au niveau du Sahel, nous avons eu, de 2022 à 2024, nous avons eu 4 forages positifs, dont 2 à Gorom-Gorom au Burkina, donc Kéléguet et Sému, et puis un au Mali, au projet de Douenza, dans la commune de Ata ou village, et un à Djungani. Voilà. Alors les tentatives négatives, il y en a eu beaucoup, mais les 6 ici, c'est celles qui ont attiré notre attention. Dont il y a eu 2 au CMU de Gorom-Gorom au Burkina, il y a eu une tentative au Niger et puis 2 tentatives au Mali. Raison pour laquelle nous avons prévu cette séance pour nous permettre un peu de partager ensemble les difficultés. Et les forations non réalisées, il y a eu 2, compte tenu du contexte. C'est ça d'abord la raison prioritaire. Il y a eu le forage de Ourara qui n'était pas fait. Et puis il y a aussi le forage qui devait être fait à Kompienga en 2023 qui n'avait pas réussi compte tenu du contexte que les prestataires ne pouvaient pas arriver à Kompienga au Burkina. Alors en ce qui concerne les forages réhabilités,
donc, on s'est d'abord basé sur le forage où nous avons transformé la pompe manuelle, on a enlevé la pompe manuelle pour remplacer par la pompe électrique, ou les forages où il y avait le problème de la pompe électrique qui était en panne, on a remplacé par une autre. Il y en a eu au moins 22 qui sont réhabilités ou réparés. En ce qui concerne les pompes manuelles, il y en a eu beaucoup. Si c'est moins ces cinquantaines de pompes manuelles, les réparations, remplacer les chaînes, remplacer les bras et consorts, là, il y en a beaucoup. Ça, c'est au niveau du Sahel. De même qu'au niveau de l'Afrique centrale, les collègues vont nous compléter s'ils ont encore d'autres informations. Il y a un forage qui a été fait et puis 4 puits qui étaient faits au niveau de la RDC. Au niveau du Tchad, il y a eu 4 forages, dont 3 positifs et 1 négatif, et 7 puits qui étaient faits avec le système de jet d'eau ou jetting. On peut avancer. Et enfin, il y a quand même quelques photos d'illustration pour vous montrer ce qui est fait ou bien ce qui se fait sur le terrain en vue de partager l'information avec tout le monde. Merci. André, tu merci peux... beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Avec des réflexions. Parce que ça, c'était une présentation pour nous donner un peu. André, tu peux fermer ton caméra alors pour que tu puisses... Un moment, ça crache. Ouais, tu peux fermer ta caméra parce que ça crache des fois. Comme ça, tu peux... André, tu es là? Est-ce que les autres m'entendent ou pas? Non, maintenant, ça va. Ça va. Un moment, tu avais dû se Je suis là. Vous me comprenez? OK. Je suis là, je vous suis. Alors, je disais que cette première partie consistait donc à nous donner une certaine idée des procédures que nous devrions faire quand nous décidons de réaliser un forage, mais aussi les informations concernant, bien sûr, les activités de foration que nous avons déjà eu à faire. Et cette deuxième partie, nous allons essayer maintenant de parler de quelques leçons apprises. C'est pourquoi on a mentionné. Heureusement qu'on a certaines personnes ici, je crois, du Niger, du Burkina. Oui, du Niger, oui. Burkina Et aussi. Il y a aussi, bien sûr, d'autres projets qui ont des... Burkina aussi, nous sommes là, hein, Burkina, on est là, le Watson, Michel. Ouais. Burkina, je suis aussi là, Blaise. Gorom. André, tu ne... ici. André, tu ne sors pas. Est-ce que vous copiez André? Parce que là, chez moi... Oui. Non, ici. Non, en tout cas, on le copie pas bien, ici aussi, non. Je ne le copie pas bien. André, tu ne sors pas. André, tu ne sors pas. En tout cas, ça crache. Je ne le reçois pas bien. André, tu ne sors pas. André, ta connexion n'est pas bonne. Tu ne sors pas. Essayer de la peut-être. Merci beaucoup. Je sors. Pourtant, 5 sur 5. Non, ils n'ont pas copié. Tu n'es pas sorti. Si tu peux reprendre à partir des leçons apprises comme ça, parce que... Alors, maintenant, si vous me copiez, je peux reprendre rapidement. Désolé. Oui, maintenant c'est bon, tu peux reprendre. Oui. Alors, je disais donc que la première partie, c'était l'introduction et le partage d'informations. Maintenant, cette deuxième partie consistera
nous donner le temps de parler un peu pour tirer des leçons ou alors partager des leçons que nous avons eu à apprendre lors des réalisations, qu'elles soient réussies ou alors des réalisations qui n'ont pas réussi. On va donc partager des informations ou les leçons apprises lors de la réalisation, de 2022 jusqu'à maintenant. On vous laisse la parole et on va utiliser donc la main digitale pour... Je ne peux pas voir les mains, mais n'hésitez pas à lever les mains. Donc, pour aller dans le même ordre du 2 avec André, l'idée ici, c'est de nous partager l'expérience que vous avez vécue. On n'a pas besoin de connaître l'organisation avec laquelle vous avez travaillé, l'exercice, ou des fois aussi le milieu, mais qu'est-ce que vous avez appris lors de la réalisation du forage dans un milieu X avec une organisation Y. C'est ça que nous avons besoin. Donc, le débat est ouvert. Ceux qui ne vont pas se sentir à l'aise de s'exprimer peuvent écrire la question dans le chat et nous allons répondre. Ou soit peuvent nous partager l'expérience dans le chat s'ils ne vont pas se sentir à l'aise de parler. Vous avez la parole. Oui, il y a Alfred Lelogouko du Mali. Oui, bon, bonjour à tous. Donc, je vois que vous avez mentionné Diongani parmi les forages qui ont un don positif. Oui, effectivement, il y a ce forage positif, mais... Ah, non, non, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Normalement, c'est Terra au Niger. ah. C'est Terra au Niger. Djungani, c'est réhabilitation, réparation. Ce n'était pas un forage positif. C'est Terra. Ok, donc voilà, c'est réhabilitation, d'accord, mais au départ, le contrat, c'était pour la foration et un nouveau forage. Sauf que c'était négatif. Je ne sais pas si c'est compté parmi les sites négatifs. D'ailleurs, c'est deux tentatives négatives. C'est deux tentatives négatives. Oui. Ça fait partie de... C'est ça même que je voulais un peu signaler. On a fait 2 tentatives de foration qui n'ont pas réussi. À un moment, donc à chaque fois, on se heurtait à une roche jusqu'au point que même les équipements que le prestataire utilisait, ça cassait. Donc, on a dû abandonner 2 forages comme ça. Mais malgré tout cela, il y avait eu des études de géophysique qui montraient que voilà, à cet endroit, voilà, on peut forêt, il y a de l'eau, des choses comme ça. Alors, dans cela, est-ce qu'on peut toujours avoir confiance aux études de géophysique qui nous sont présentées? Oui, merci pour la question. Peut-être c'est par là que je voulais commencer. D'abord, avant de répondre à la question, moi, je voulais d'abord peut-être savoir de ce que vous avez vécu, 2 tentatives négatives. Qu'est-ce que vous avez comme leçon morale? Peut-être je peux comprendre que les études géophysiques n'ont pas reflété la réalité que nous avons vécue, si je comprends bien. Bon, ce qu'on a pu comprendre après ces 2 essais, voilà, on commence à chaque fois, on a l'étude qui a été faite, et on commence la foration, mais c'est toujours pas sûr qu'on aura l'eau comme souhaité. Bon, et par après, sûrement que même s'il y a de l'eau, bon, il y a bien sûr les analyses que l'on doit faire. Après, on doit se rassurer si vraiment c'est de la bonne qualité, l'eau c'est de bonne qualité. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Alfred, pour le partage. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y avait quelqu'un qui avait levé les bras, mais il a... Ouais. Ouais, il y a Alphonse. Il y a Alphonse. Après... Ok, bonjour. Donc, je voulais juste partager avec vous des anciennes, comment on appelle, nouvelles par rapport à par rapport au forage.
Bon, c'est... Allez-y, Alphonse. Allô? Oui, nous vous Voilà, écoutons. donc je disais, j'allais partager avec les sons d'appui pour le cas du Tchad, par exemple, le projet, la mission du Tchad, là, à Métier. Et donc, là-bas, comme vous avez cité, les forages positifs et négatifs. Et donc, parmi ces forages négatifs, donc, disons qu'il y avait un forage il y avait une entreprise qui a été sélectionnée et qu'il a tenté, mais il n'a pas pu réussir. Et donc, en fait, c'est que le souci, c'est que c'était une entreprise qui utilisait une machine rudimentaire. Et donc c'était le souci, le grand souci. Donc, je voulais dire par là que là aussi, c'est notre challenge parce que si on choisit, par exemple, une entreprise qui doit faire les travaux, donc il faut que cette entreprise-là doit répondre quand même à certains critères pour qu'il puisse réaliser de bons travaux, au fait. Donc là aussi, j'ai pris comme leçon à plus parce que c'est le choix de nos entreprises qui peuvent réaliser de bons travaux. Et aussi, je voulais juste partager avec vous aussi l'expérience dans la zone du lac. Je ne sais pas, lac Tchad, là. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Parce que là, je pense, c'est vrai que Okba n'a pas travaillé là-bas, mais j'ai travaillé avec d'autres organisations. Et c'est une zone, comment on appelle, sur les nappes sédimentaires. C'est-à-dire qu'on peut creuser des forages à n'importe où sans faire l'étude géophysique ni faire une étude, mais on peut trouver de l'eau. Mais le souci, c'est que quand on creuse, les eaux sont salées. Donc, et quand j'étais dans la zone, je faisais des forages et il y avait plus de 60% sont négatifs. C'est-à-dire que les eaux sont salées et donc ça dépassait les normes standards concernant comment on appelle surtout le micro-siemens. Donc ça allait jusqu'à 7000 micro-siemens, 7000, 8000 micro-siemens. Donc ce sont Alphonse, là les choses que peuvent arriver. Voilà. Alphonse, on comprend un peu les soucis, on court derrière le temps. Si tu peux être un peu bref dans le sens que les forages positifs là, qu'est-ce que tu avais tiré comme leçon? Peut-être les forages négatifs, qu'est-ce que tu avais tiré comme leçon? Peut-être pour ne pas savoir c'est où. Un peu avantage et inconvénient. D'accord. Les forages positifs, c'est que ça veut dire que l'étude a été bien faite, n'est-ce pas? Maintenant, les forages négatifs concernant le cas comme je l'ai dit, c'est par rapport au choix comment on appelle, de l'entreprise. Parce qu'il y a souvent, on est trop pressé, on fait des choix et puis après, on tombe dans des situations comme ça. Donc, c'est ça un peu le souci. Donc, surtout la sélection de l'entreprise. Donc, il faut qu'on prenne quand même le temps pour pouvoir choisir, faire un bon choix. Et aussi, dans la zone où comment on appelle, les eaux sont salées. Et donc, il y a aussi, on consulte souvent la population, les bénéficiaires. Et donc, on nous oriente dans la zone où eux, ils avaient déjà des anciens puits, puits ouverts qu'ils faisaient. Donc, généralement, ce sont ces données-là qui nous aidaient. Et aussi, concernant la profondeur. C'est-à-dire que plus on fait le forage plus profond, plus la qualité était très salée. Donc, moins on fait la profondeur, et c'est un peu mieux. Donc, en fait, ce sont des leçons là que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Il y a le LTL de Gorom. Gorom, le LTL de Gorom, je pense que c'est Blaise, non?
Oui. Bel après-midi à tous. Vous me recevez? Ouais, c'est bon. Allez-y. Oui. Voilà, j'ai Oui, juste on l'expérience t'écoute. que je voulais partager avec les autres collègues. Récemment, bon, c'est pas nous qui avons fait la foration, c'est le bailleur de notre maison 2. Au mois de novembre, ils ont fait l'étude géophysique, ils ont trouvé de l'eau, d'après l'étude. Et ils sont revenus au mois de janvier là, pour faire la foration. Et ils sont allés jusqu'à 90 mètres de profondeur et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Donc, c'était vraiment négatif. Alors, la leçon que moi j'ai tirée, je me suis dit peut-être que le facteur saison aussi peut jouer sur l'activité de foration. Du moment où ils étaient venus au mois de novembre, ils ont trouvé de l'eau, d'après leur étude, et ils sont revenus au mois de janvier pour faire la foration. Ils n'ont pas trouvé d'eau jusqu'à 90 mètres de profondeur. Alors que dans le secteur où nous sommes, il y a un forage qui produit normalement, qui serait à 80 mètres, 70 mètres de profondeur. Donc, voilà ce que je voulais amener comme leçon en plus, quoi. Leçon de facteur saison. Exactement. Super. Merci, Blaise. Ouais, il y a Titi Laberi, log LCL. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, Bonjour. bon, oui. Donc, côté Tillabéri, ça va, c'est juste dire aussi une leçon qu'on a appris, c'est que on a fait une foration ici au niveau de la mairie qui a été, bon, il y a l'eau, mais sauf que la source, elle est contaminée. Donc, c'est peut-être de dire aux autres collègues aussi que ça peut y arriver. On peut faire toutes les analyses et puis trouver de l'eau, mais que cette eau, elle est contaminée. Donc, ça suscite encore d'autres travaux de surplus. Par contre, chez nous, on n'avait pas prévu ça. Donc, voilà une leçon que nous on a appris au niveau de Tillabéri. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup. Là-bas, peut-être qu'on aurait ajouté une petite question pour clarifier. Est-ce que c'est par rapport à l'endroit ou alors c'est par rapport au sous-sol? Parce qu'il y a le facteur de choix de l'endroit, un peu plus à 30 mètres des installations sanitaires et tout. C'était considéré ou pas? Non, c'est en ville, c'est en centre-ville, donc je n'ai pas totalement tous les éléments qui ont donné, parce qu'on n'a pas encore fait l'analyse en question pour savoir qu'est-ce qui a provoqué. On s'est juste arrêté parce que, bon, ce n'était pas prévu et c'était un projet d'urgence pour la pénitorie qui a pris fin depuis le 15 décembre, donc du coup, on a stoppé et ça reste en stand-by. On est en train de réfléchir dessus, en tout cas, pour voir la faisabilité. Mais on n'a pas les éléments clairs parce qu'on n'a pas avancé sur l'étude en fait en question. Par contre, il y a l'eau, mais ils nous disent que l'eau est contaminée. Okay. Il faut la traiter. Oui. Merci beaucoup. Peut-être on aura la suite parce que je vois il y a Maman Sidibé qui est là. Oui, on donne d'abord la parole à Michel, le Flying Watson du Burkina. Après vient Sidibé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, moi je complète juste. Salut Michel. Oui, salut. Je complète juste le LTL du Gorom. Bon, actuellement, on parle de l'impact du changement climatique sur les ouvrages WASH en général. Donc, ce qu'il vient de le dire. Par exemple, cette année, avec l'inondation, surtout le Sahel est vraiment très vraiment, il y a vraiment l'inondation au Sahel. Donc, en saison pluvieuse, la nappe était vraiment chargée. Et comme on avait tenté, on nous disait qu'il y avait de l'eau. Et comme le LTL vient de dire, en octobre, en janvier, il n'y a pas de l'eau. Donc, je me suis dit que c'est grâce à ce changement climatique. La nappe était vraiment très chargée, surtout le Sahel était vraiment chargé. Là où il n'avait pas plu, il y a déjà 50 ans, par exemple au Tchad, subitement cette année, il y a de l'eau. Donc, dans ce cas, si on arrive à faire un forage autour de ces zones, en octobre, novembre, on peut avoir de l'eau, mais à un certain moment, il n'y aura pas de l'eau dans ces forages. Juste ça. Merci, Michel. Maman Sidibé. Bonsoir à tous. Merci pour ce webinaire, pour le partage d'expérience. Ce que je peux dire concernant le Niger,
plus particulièrement au projet Tillabéri concernant Terra. La leçon apprise, c'est surtout tenir compte des problèmes environnementaux. Je dis cela parce qu'on a eu à faire l'urgence péritonite, comme l'a si bien signalé le log de Tillabéri. Au niveau, on a eu 2 sites. Au niveau du site mairie, après les études géophysiques, site mairie et Boupo, il nous est revenu que la nature du sol était le socle. Donc, tout type de socle, on doit s'attendre déjà à des problèmes. Mais ce n'est pas exclu d'avoir l'eau. Donc, ce qui a fait que côté mairie, après avoir fini la foration prévue, on a même continué. On a eu une bonne quantité d'eau. Après avoir fini la foration, on a eu à faire l'étude le soufflage et on a fait le prélèvement. Après ce prélèvement, l'analyse nous a montré qu'il y a un fort taux de nitrate. Et le fort taux de nitrate, comme vous le savez tous, ça engendre des maladies cancérigènes. Donc, ce forage a été mis en stand-by, c'est-à-dire qu'on va le suivre pour, sur quelques mois, 2 à 3 mois, pour continuer à faire les soufflages pour les analyses d'eau afin de vérifier la teneur du nitrate. Si ça a diminué à la norme, on pourra faire le revêtement de ce forage. Il faut noter aussi que cette leçon apprise, c'est surtout lié à des problèmes environnementaux de chaque zone. Donc, quand on dit environnemental, il y a aussi, comme l'a dit le projet Sahel aussi climatique. Donc, c'est beaucoup de choses à apprendre et il faut tenir compte de ça dans la réalisation de nos ouvrages Watson. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? OK. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, on va passer donc à la diapositive suivante. Je ne sais pas si vous me copiez. Mais nous allons donc parler... oui, nous allons donc parler rapidement peut-être des points qu'on a essayé de mentionner déjà comme leçon apprise. On a parlé de la confiance à l'étude géophysique, l'utilisation des machines rudimentaires, le choix des prestataires, les normes standards liées à la qualité de l'eau. Il y a également la consultation de la communauté dans un certain moment et l'effet de la qualité de l'eau en fonction des zones, mais il y a également l'aspect changement climatique et la nature du sol. En résumé, je pense que c'est ça. Et maintenant, nous allons continuer avec le truc pour encore une dizaine de minutes sur ce que nous pourrions faire mieux parce que nous avons travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a des points que vous dites qu'il faudrait qu'on les améliore? Et comme cela, on va essayer de noter pour prendre en compte la prochaine étape, je pense. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré dans les jours à venir? Sylvain veut parler encore ou bien c'est la première main? Non, il y a Michel qui veut parler. Sylvain peut-être a oublié de désactiver. Alphonse. Oui, effectivement, c'est que, merci encore pour effectivement, c'est que le plus souvent, nous arrivons avec nos constructions ou bien nos forages au moment où il y a les besoins accrus, dès qu'il y a l'urgence. Et donc souvent, c'est ça le souci parce que on n'a pas assez de temps, disons, pour... Allô? Non, allez-y. Donc, souvent, on n'a pas le temps pour essayer de faire le travail normalement parce qu'on est pressé, on devait faire vite les choses aussi. Ça aussi, c'est question
que ça pourra vraiment nous aider parce que si on veut faire, par exemple, un bon choix, par exemple, d'une entreprise et qui pour nous permettre d'avoir un bon résultat. Ça, c'est vrai qu'il y a de l'urgence. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a de l'urgence. Il nous faut d'autres alternatives, par exemple. Bon, supposons, par exemple, le cas actuel que je suis. Nous avons un projet d'urgence là, qu'on devait faire le forage. Et on a proposé le forage, donc. Et puis là, déjà, le forage ne devait pas se faire dans l'immédiat. Donc, il faut qu'on essaie de faire comment on appelle la description technique là, pour qu'on puisse voilà, sélectionner tout ça. Tout ça, ça prendrait du temps. Maintenant, on a besoin tout de suite de l'eau. Donc là, dans la solution alternative, nous avons déjà pris quelques forages qui sont tout autour du site. Donc, on a juste identifié quelques forages pour qu'ils puissent nous servir en attendant que notre forage puisse être réalisé. Donc, ça, par exemple, ça a beaucoup soulagé parce que les bénéficiaires attendent de nous. Et si nous avons déjà cet aspect déjà à leur disposition, ça pourrait les satisfaire. Donc maintenant, nous, de notre côté, on sera obligé maintenant de travailler sur les processus pour qu'on puisse avoir sélectionné une bonne entreprise pour pouvoir réaliser cela. Donc voilà un peu ce que je voulais. Merci Alphonse. Michel? Oui, je rejoins un peu Alphonse, surtout le choix des entreprises qui ont déjà réalisé ce genre d'ouvrage, surtout le forage, surtout le Sahel. On sent beaucoup plus. Il y a vraiment le socle. Donc, il faut une entreprise qui a l'habitude de faire ce genre de travaux auparavant. Parce que c'est le cas que nous avons constaté ici cette année à Gorom. Ça n'a pas été facile, avec plusieurs phases de tâtonnement avant d'avoir l'eau. Donc, je rejoins vraiment Alphonse. Il faut vraiment une entreprise qui a vraiment des engins qu'il faut pour le forage. Donc, merci. Merci beaucoup. Tilaberi. Ouais. Tilaberi, allez-y. Bon, oui, allez-y. OK. Juste revenir sur la question des entreprises. Parce que aujourd'hui, on est confronté, en tout cas au niveau, je vais dire Tilaberi, peut-être dans d'autres zones encore où il y a plus d'insécurité, on est un peu, je vais dire, un peu contraint sur la question même des entreprises, en fait, puisque des fois, on voit des meilleurs ou un peu en capital qu'on recommande. Et quand on les donne la zone, le lieu, ils hésitent, en fait, en parlant tous de cette situation sécuritaire. Donc ça aussi, c'est un facteur qui vraiment boude, je vais dire, qui ralentit un peu la faisabilité des choses. Donc souvent, on est obligé de se rallier à ce qu'on a sur le terrain. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Maintenant, dans le cas d'espèce, comme André a posé la question, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant mieux dans le cas d'espèce, connaissant les contextes dans lesquels nous évoluons et le prestataire devant lequel nous devons travailler avec eux? Qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire mieux en vue de ne plus encore tomber dans les mêmes erreurs? Wow, ce que je dis, ça reste à beaucoup réfléchir, parce que comme on a tenté à plusieurs reprises, parce que déjà la personne nous met déjà devant les faits, il nous dit s'il part, si jamais il y a les groupes armés qui débarquent, qui brûlent son matos, quel serait son devenir. C'est des questions qu'on nous pose et c'est difficile vraiment de donner une réponse tout de suite là. Mais au vu des choses, peut-être c'est vraiment voir au sein de la communauté ce qui pourrait être fait, peut-être des discussions plus poussées pour donner vraiment l'assurance aux structures que nous allons identifier comme partenaires qui vont venir faire les travaux. Je pense que c'est là, ça va être plus simple pour nous, quoi. Voilà, selon moi. Merci. Merci. Et Moussa?
Merci. Bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. moi, je dirais, pour vraiment améliorer, si je prends l'exemple de la situation de Terra qu'ils ont donné, le contexte sécuritaire, moi, je dirais c'est mieux d'avoir une équipe MSF formée et les outils, les matériels de forage en tant que tel. En tout cas, c'est gros, mais moi, je voyais plus là-bas dans ce genre de situation pour améliorer vraiment. Et là, même les études pour étudier avant de forer, former des gens, vraiment une équipe disponible pour MSF qui peut être déployée n'importe où et à n'importe quel moment avec les moyens nécessaires. Même si ce n'est pas la totalité des moyens, en tout cas mettre des moyens nécessaires en place. Voilà moi ce que je pense. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si les collègues ont lu le commentaire d'Olivier dans le chat par rapport à l'étude géophysique. Ouais. En attendant, il y a Alphonse qui veut parler. Oui, Alphonse. Au fait, je voulais juste appuyer mon prédécesseur là, parce qu'il avait déjà quelque chose que j'avais aussi nourri, parce que c'est vrai que, bon, je sais que MSF, entre-temps, il y avait ce genre d'équipement de forage et de physique, mais je me suis demandé que pourquoi maintenant, pourquoi MSF n'a pas aujourd'hui cet équipement-là. C'est vrai que c'est dans des conditions très difficiles et c'est trop cher, mais moi, je pense que ce serait aussi mieux que, par exemple, MSF peut développer quelque chose comme ça par zone ou bien par intermission, par exemple. Ça pourrait vraiment aider. Parce que si dans les conditions où nous vivons que c'est un peu difficile d'accès, par exemple, et comme nous sommes aussi très flexibles dans certaines conditions, nous entrons dans certaines zones où personne ou bien aucune organisation ne vient, supposé, parce que nous sommes... donc ça, par exemple, ça peut résoudre le problème. Donc, si je comprends bien, dans le sens qu'un équipement peut être par cellule, comme une cellule couvre 3-4 missions. Oui, effectivement, par cellule, ça pourrait vraiment nous arranger. C'est vrai que le transport coûte un peu cher, mais si ce sont des zones rapprochées, ça pourrait aider. Et là, maintenant, tu parles de matériel lié à l'étude géophysique ou bien lié à la foration? Parce que nous devons maintenant être... Non, les deux parce que les contraintes sont les deux. Il y a certaines zones où on est obligé de faire d'abord l'étude géophysique avant de faire le forage. Ça veut dire que nous sommes obligés aussi d'aller avec cet équipement-là parce que les deux vont ensemble, non? C'est vrai que pour certaines zones où c'est sédimentaire, on n'a pas besoin d'études géophysiques, mais surtout que le plus souvent, c'est le problème là où il y a les deux qui sont ensemble. Ok, copié. Merci beaucoup. Ok, s'il n'y a personne d'autre, donc on va essayer d'avancer. Merci pour les idées que vous avez déjà avancées. Et donc, la partie suivante va concerner ici les ressources que nous avons déjà disponibles. Avant de revenir peut-être au récapitulatif des sources que vous venez de nous proposer comme solution. Alors, il y a bien sûr des points qui ont été soulignés par les collègues comme proposition de solution. Il y a cette question de temps, donc on va aller ensemble. Et dans le temps, il faut forcément comprendre déjà tout le processus qu'il nous faut et tout ce qu'il y a comme activité à faire. C'est pourquoi on présente ces ressources-là. Il y a ici un document établi par MSF qui nous aide un peu à comprendre
comprendre toute la procédure possible par rapport à la façon quand nous essayons de la faire. Et donc, on essaie de parcourir ces documents et ça nous donne à peu près une idée de combien ça peut prendre le temps d'avoir une réalisation parfaite. Alors, après donc cette première ressource-là qui nous donne cette description technique, il y a également les autres documents. On va mentionner ici, par exemple, la construction des forages, spécifications techniques. Qu'est-ce qu'il nous faut réellement en termes d'interprétation, par exemple, des données ou alors en termes des choix de prestataires ou tout ça? Il y a ces critères-là ou alors cette liste d'équipements ou alors je dirais checklist qui est aussi disponible dans Logly qu'on pourrait bien utiliser pour les prochaines fois. C'est le troisième point, donc ici, parlant du contexte, il est un peu délicat. Celle-là, ça vient ici dans l'implication, bien sûr, des opérations et par rapport à tout ce que nous envisageons faire. Autre ressource ici, c'est par rapport lors de la foration, parce qu'on dit souvent que quand on fore, il y a des situations qui arrivent qu'on a foré, mais on n'a pas trouvé. Il y a bien sûr des données qui peuvent déjà pas... disons, qui peuvent déjà nous orienter par rapport à ce que nous comptons faire. Quand on fore et on prend des informations concrètes et en fonction de la progression de la foration, je pense que ça peut nous aider déjà à avoir une idée et avoir beaucoup plus d'idées en fonction de ce qui va arriver, la réussite ou la non-réussite de la foration. Autre document ici, c'est par rapport à la spécification ou alors toujours au choix des prestataires. Voilà. Donc, ça nous permet un peu de voir lequel est le mieux disant. Le mieux disant n'est pas forcément celui qui donne le petit prix, mais c'est par rapport ici à des questions techniques. Parce que si on prend l'exemple pour dire que selon notre étude, on a vu que l'eau se trouve ici à telle profondeur et que le prestataire vient nous dire que lui, il peut forer jusqu'à 20 ou à 30 mètres pour nous donner de l'eau. Ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas, il y a quelques journalistes dans le chat. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, par des identifications d'une entité unique, par exemple par pays ou par endroit, pour forer nos différents trucs. C'est bien, mais comme vous le savez, MSF, on donne toujours la possibilité au mieux disant et à celui qui connaît bien la zone. Bon, ça, c'est un peu côté opération avec peut-être les locaux qui sont parmi nous, ils connaissent bien sûr, mais c'est une bonne proposition, peut-être qu'on pourrait considérer dans les prochains jours. Il y a également cette autre idée d'avoir une équipe MSF dédiée à la foration uniquement dans un pays ou alors pour une cellule. Ce n'est pas une idée à exclure. Heureusement que nous sommes là ensemble et avec les référents aussi. Ça pourrait nous permettre, bien sûr, de réfléchir et de voir la faisabilité en fonction, bien sûr, des perspectives que nous nous fixons, disons, dans l'avenir, au nombre de forages qu'on s'est dit qu'on va forer et peut-être les zones dans lesquelles nous allons nous lancer pour la foration. Je pense qu'on a parcouru déjà ces quelques points et je vais donc redonner la parole à Jean-Claude par rapport à la conclusion et peut-être s'il y a autre mot en attendant que je ne vois dans le chat ce qui s'y passe. Merci. Je vois que on me dit les documents sont en français tout comme en anglais dans le Logly. Et ici aussi, nous venons de partager déjà les liens pour certains documents. Jean-Claude, tu es là? Allô, allô? Ouais, je suis là, j'étais en mute.
Désolé. Voilà. Oui, par rapport aux documents, les documents officiels sont en anglais jusque-là. Si vous constatez dans le chat, si vous avez besoin de documents en français, c'est juste un mail et nous allons vous donner, parce que c'est encore en interne, c'est en draft, on est en train de mettre à jour. Raison pour laquelle on a mentionné notre nom pour les documents en français. Mais pour les documents en anglais, vous pouvez accéder comme on a partagé les liens. Alors, je vais chuter par cette conclusion. Là, nous avons partagé les grandes étapes pour la réalisation d'un forage. C'est juste la connaissance des grandes lignes, mais il y a de la documentation aussi qui parle de ça. Ça permet à tout le monde. Ce n'est pas seulement les Watson, les log managers de projet ou bien les LTL qui sont devant des forages. Vous êtes aussi appelés à les consulter pour en savoir un peu plus afin d'appuyer le projet. Et aussi, le deuxième point, comme je l'ai déjà précédé, donc ressources scientifiques que nous disposons, c'est à la portée de tout personnel MSF. Donc, tout ce qui est en anglais et en français, jusque-là, c'est encore en draft. Vraiment, nous demandons ou bien nous exhortons tout le monde à avoir ce souci de lire et puis développer, donc élargir ses connaissances. Ça va aider le projet, la mission. Parce que c'est un problème de nous tous, le forage. Ce n'est pas seulement un problème de Watson, c'est un problème de nous tous qui faisons partie de la famille logistique. Donc, s'il y a 2-3 personnes qui ont cette information dans le projet, dans la mission, ça va être une synergie et on aura de bons résultats. Et enfin, on a eu quand même des plans d'action ou bien des propositions qui sont faites, qui vont constituer des objectifs pour 2025, que nous allons aussi discuter avec la hiérarchie, c'est-à-dire les référents ou bien les cordeaux, dans la mesure du possible, voir comment nous pouvons aussi faire pour pallier ou bien pour réduire les risques. Parce qu'il y a d'autres propositions qui ne pourront pas, déjà, là je le dis d'avance, qui ne pourront pas vraiment avoir un résultat conséquent, comme par exemple acheter une machine pour la foration. Ça, c'est pas facile. Parce que si on doit acheter une machine pour la foration, le camion là, avec les 2 camions, et pour le compresseur pour le souffrage et la machine de foration, d'où nous devons en avoir, chaque mission doit en avoir. Parce que même si on doit acheter pour le Sahel, ce camion-là ne peut pas quitter le Burkina pour le Niger ou bien le Niger pour le Mali. Ça va être difficile. Mais on peut voir, et ça, nous allons discuter de support technique par rapport peut-être au matériel pour les études physico-chimiques, parce que ça, c'est importable. Ce n'est pas vraiment dur, c'est à étudier, comme vous l'avez souhaité. Et voilà un peu en gros ce qui a été prévu pour nous cet après-midi, d'essayer un peu de changer en vue de ne plus encore revenir encore dans les erreurs du passé que nous avons connues. Parce que plus nous faisons des erreurs, plus nous dépensons beaucoup. Plus nous faisons mieux, plus nous dépensons moins. Voilà un peu en conclusion ce que je peux dire comme dernier mot. André. Ok, merci beaucoup Jean-Claude. Il y a aussi un point très intéressant que Olivier avait partagé, ça m'avait échappé, par rapport aux études géophysiques, hein, où il mentionne clairement que c'est des points probables que nous cherchons. Ce n'est pas forcément, disons que là-bas, quand on fort, on trouvera l'eau. C'est pourquoi il faut identifier dans le contrat, j'espère que ce point-là, il ressort dans l'appel d'offres pour les études géophysiques, qu'il faut avoir au moins 2 ou 3 points probables à forer. Donc, il y a quelque chose vraiment que nous devons considérer dans ce sens. Et je pense que ça part également dans le sens où on essaie un peu de réfléchir si les études géophysiques c'était bien ou pas. Il faudrait qu'on insiste sur le fait que nous ayons au moins 2 ou 3 points proposés et peut-être l'interprétation de ces données. Parce que dans la majeure partie des cas, l'interprétation des données ou alors autre chose pourrait entraver également la réussite de la foration. Parce que si les données ne sont pas bien interprétées, ça devient un peu compliqué de pouvoir identifier les failles depuis le départ. Merci Olivier pour la contribution. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un point à mentionner avant qu'on ne se sépare. Alphonse? Alphonse, oui, rapidement, en deux minutes. Oui.
Ok, d'accord. En fait, aussi, c'est une occasion parce que c'est très important pour nous, par exemple, les techniciens sur le terrain. Donc moi, ça m'est arrivé aussi au Tchad dans le projet, comment on appelle, dans le projet métier. Et donc, on avait eu la phase des transferts de compétences. Donc, moi, j'étais sur cet aspect forage et ainsi de suite. Donc, moi, je devais présenter quelque chose à l'équipe pour qu'ils puissent apprendre et continuer les actions. Donc, moi, je suis arrivé, je voulais chercher, par exemple, un document des formations dans le forage, dans les différentes étapes que nous venons de faire là, mais je n'ai pas retrouvé dans le tembo. Je suis allé même dans le tombeau, je n'ai pas retrouvé. Et donc, moi, je proposerais que si serait possible de faire aussi quelque chose comme ça, qui aidera beaucoup à nos techniciens sur le terrain pour présenter quelque chose rapidement à l'équipe sur le terrain. La même chose comme on fait, par exemple, sur l'aspect qualité de l'eau, l'aspect water tracking. Est-ce qu'on pourra aussi présenter quelque chose au niveau des tembo ou bien quelque part pour nous aider? Merci c'est juste vraiment ça. Merci beaucoup, Alphonse, par rapport à ça. Si je ne me trompe, le premier document qu'on a présenté parle un peu de ça, le côté un peu technique au niveau de la formation, mais on prend note et on va essayer de réfléchir autour pour trouver quelque chose de succinct. Je vois Moïse. Métier, c'est Moïse, je pense. Oui, vas-y. C'est lui. C'est Moïse, exactement. Déjà, bonjour à tous. Je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais d'autres obligations plus urgentes, désolé. Mais j'ai quand même pu suivre une majeure partie de la deuxième partie des discussions. Et merci déjà parce que c'est une question cruciale, l'affaire des forages dans nos différents projets. Et à la suite de ce qu'il vient de dire Alphonse, je pense que c'est pertinent de peut-être faire des formations beaucoup plus spécifiques et approfondies. Je pense que, à mon avis personnel, les connaissances que nous avons et les matériels que nous avons jusque-là en termes de forages sont beaucoup plus scientifiques que professionnels. Je dirais que c'est beaucoup plus, adapté à la lecture qu'à l'application, et ce ne sont pas vraiment de formations très spécifiques sur les différentes étapes pour estimer la demande en eau, estimer la quantité de l'eau d'une source quelconque, déterminer les total dynamic heads, specific flow rates, tout ce qu'il y a comme élément qui entre en jeu dans les dimensionnements d'un système de pompage d'eau, par exemple. Je parle de l'exemple d'un système de pompage d'eau solaire comme on en a beaucoup ici au Sahel. Je pense que dans les zones où nous intervenons souvent, on a du mal à trouver des prestataires très qualifiés pour du mal à trouver des gens qui ont dimensionné la pompe pour un forage qu'on a fait. Et si le technicien à ce niveau-là a aussi des limites, ça peut poser même parfois avec l'appui à distance, c'est pas toujours suffisant. Je pense qu'il serait important qu'on investisse un peu dans des formations vraiment très spécifiques sur les différentes étapes à suivre pour dimensionner tout un système des pompages avec un forage. Super. Merci pour renforcer ça. Et c'est vraiment bien, c'est une bonne idée que tu nous as partagée. Merci beaucoup, Moïse. J'espère que nous sommes presque vers la fin. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter quelque chose, alors nous sommes assez ravis de vous avoir et d'échanger avec Yakoro. vous par rapport à ces Yakoro. Yakoro, oui. Bonsoir à tous et à toutes. On t'entend faiblement. Approche-toi de ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Merci. Ok. Malheureusement, moi, je suis en retard parce que l'info que moi j'avais sur ma machine, c'est à 15h. 15h que moi, je pense que c'était notre heure et je viens de trouver maintenant que... Aïe, aïe, aïe.
De toutes les D'accord. façons, C'est pas grave. Tu pourras on va revoir vous partager les liens. l'enregistrement. On va vous partager le lien Ok, et même c'est enregistré, tu pourras suivre la vidéo. Ok. Vraiment, je suis désolé. Toutes mes excuses. Il y a Fada Dao. Dao, oui. Oui, papa, bonsoir et votre soirée. Vous allez tous bien, j'espère. Merci. Un peu de son. Je sais pas si- On t'entend faiblement, papa. Augmente un peu ta voix et Maintenant. approche-toi du micro. Allô? C'est bon? Ouais, maintenant ça va. Ça commence à aller. Ok. Donc, je ne sais pas si on en a déjà parlé. C'était par rapport à une demande ou peut-être une doléance. Peut-être prévoir la dotation de certaines bases en termes de sondes piézométriques pour le suivi des niveaux des différents forages que nous réhabilitons. Ça peut nous orienter aussi lors de la réhabilitation de nos forages, orienter nos interventions. Si on avait des sondes, sonder un peu le niveau dynamique statique des différents forages à différentes périodes, ça peut beaucoup nous aider. Ok. Merci Dao pour ces points-là. Ça rentre dans le cadre du matériel, non? Pour peut-être le suivi de nos forages et tout ça. Dans chaque projet, en principe, ça, nous allons voir avec la hiérarchie. Merci beaucoup. Jean-Claude, si il n'y a plus personne, je te laisse le soin de clôturer. Merci. Voilà, comme on l'a dit, presque tous les documents sont à votre disposition, sauf les documents en français qui sont encore en draft, où il faut nous envoyer le mail. Pour nos amis, peut-être qui sont à la cellule 3 francophone, donc RDC et RCA, ils peuvent s'adresser à Aurora. Comme ça, elle va leur donner les documents nécessaires en français parce que c'est encore en interne. Quand ça sera finalisé, on pourra mettre ça à la disposition de tout le monde. Merci de votre participation et contribution. Pour plus de discussions, comme on l'a signalé dans le chat, rendons-nous sur Yammer. Comme ça, là, on pourra échanger et éventuellement, ça va aussi nous aider à continuer et renforcer nos capacités et nos connaissances pour faire mieux. Vraiment, merci à tous et au plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci beaucoup. Allez. Bon après-midi à tous. Très bien, merci beaucoup, monsieur.